Le 2 juin, on sort les drapeaux. En Italie, c'est la Festa della Repubblica. L'Italie est une république, oui, mais c'est un bébé république, car elle n'a pas toujours été comme ça. Avant, en Italie, il y avait une monarchie. Alors, comment est-on passé d'un régime à un autre, d'une monarchie à une république? Qu'est-ce qu'on fête le 2 juin? Et que se passe-t-il en Italie ce jour-là? Pour tout savoir, c'est tout de suite. Allez, je range mon drapeau et je vous raconte tout. Ciao à tutti, ciao ragazzi, bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens, une Italie plus authentique. Et c'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à liker, vous abonner et la partager pour donner plus de visibilité à cette petite jeunette. Bon alors, vous avez compris, aujourd'hui on va faire un peu d'histoire. Bon, l'histoire, je sais, c'est pas forcément ce qui vous passionne, mais c'est très intéressant de comprendre les choses, ça aide à comprendre la mentalité des Italiens. De 1861 à 1946, en Italie, il y a une monarchie, avec une dynastie royale qui s'appelle la Maison de Savoie. À l'époque, on parle donc de Regno d'Italia, de royaume d'Italie. C'est-à-dire qu'il y a un roi et la couronne se transmet par hérédité, selon les lois de succession dynastique. En 1922, c'est le roi Vittorio Emanuele III, Victor Emmanuel III, qui règne en Italie. Il va laisser Benito Mussolini installer un gouvernement fasciste en lui donnant les pleins pouvoirs. S'installe alors une dictature qui dure 20 ans en Italie, on l'appelle le Ventennio, 20. Et cette dictature se terminera le 25 juillet 1943. Bon, maintenant, vous avez le cadre historique. J'en viens à ma fête de la République. À la fin de la guerre, se pose la question suivante. Conserve-t-on la monarchie ou change-t-on de régime en passant à une république constitutionnelle? Pour décider, on organise un référendum et tous les citoyens italiens sans distinction, de plus de 21 ans, car à l'époque la majorité était à 21 ans, sont invités à s'exprimer sur le sujet les 2 et 3 juin 1946. C'est une date particulièrement importante pour les femmes qui votèrent pour la première fois. Les résultats sont proclamés le 10 juin et c'est la République qui l'emporte. Mais le scrutin a mis en évidence la division du pays. En effet, au nord, la majeure partie des gens ont voté pour la République, alors qu'au sud, ils se sont prononcés pour la monarchie. Il faut attendre le 18 juin pour avoir les résultats définitifs, lorsque la Cour de cassation proclame officiellement la naissance de la République italienne. On nomme un président de la République, on nomme un premier ministre, Presidente del Consiglio, on s'attelle à la rédaction de la Constitution qui entrera en vigueur le 1er janvier 1948. Bon, on a voté pour la République, ok, mais que devient le roi dans l'histoire? Après 1943, les partis antifascistes ont demandé l'abdication du roi. Victor Emmanuel III n'a pas voulu et il a délégué des pouvoirs à son fils, Umberto II di Savoia, Humbert II de Savoie. Donc au moment du référendum pour choisir entre république ou monarchie, c'est lui qui est le régent. Donc le roi Umberto II, il savait que le vent tournait, il est parti au Portugal en exil le 13 juin. Et avec l'entrée en vigueur de la Constitution, on lui a interdit à lui et à tous les descendants hommes de mettre un pied sur le sol italien. Les Savoie sont donc partis en exil, ils ont laissé en Italie tous leurs biens, tous leurs immeubles, toutes leurs richesses. Il faudra attendre 2002 pour que les descendants de la Maison de Savoie puissent à nouveau venir en Italie sur le territoire. Je reviens donc au 2 juin. Le 2 juin, chaque année, ce que l'on fête, la Festa della Repubblica, en fait, c'est la date anniversaire du référendum, le jour où les Italiens ont choisi la République. Cette fête n'a été déclarée fête nationale qu'en 1949. La date a été modifiée au cours des années, mais depuis 2001, c'est le 2 juin et ça bouge plus. Il y a donc une série d'événements officiels qui sont organisés à Rome, au Vittoriano. Vous savez, le Vittoriano, c'est le grand monument blanc que les Français adorent, que les Romains aiment pas trop. Ils l'appellent aussi la machine à écrire. On dirait un gros gâteau avec plein de chantilly. Depuis 1948, Via dei Fori Imperiali, l'avenue qui relie le Vittoriano au Colisée, il y a un défilé avec toutes les forces militaires italiennes en l'honneur de la République.
Ces dernières années, le défilé il a été un peu simplifié pour des raisons économiques. Bon, puis quand je dis toutes les forces armées, j'exagère un petit peu, parce que les voitures blindées ont été interdites à présent, car en fait leur vibration fragilisait le sol de la zone qui est une zone archéologique. Il y a le forum, etc. La cérémonie actuelle prévoit le dépôt d'une couronne de laurier au milite ignoto, au soldat inconnu, à l'altare de la patria, à l'autel de la patrie, et ce milite ignoto symbolise aussi tous les morts au combat. Il y a ensuite une parade militaire avec les plus hautes personnalités de l'État, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, etc., etc. Un peu comme le 14 juillet en France. Mais l'un des moments les plus spectaculaires est le défilé de démonstration des Frecce Tricolori. C'est la patrouille aéronautique italienne. Il y a 10 avions, donc 9 en formation, 9 groupés et un soliste. Les avions survolent la capitale et le ciel de Rome se pare des couleurs du drapeau italien, vert, blanc, rouge. Le protocole prévoit ensuite que les célébrations se poursuivent l'après-midi avec l'ouverture au public des jardins du palais du Quirinale. Le Palazzo del Quirinale, c'est le siège de la présidence de la République italienne. Dans le jardin, il y a des concerts par toutes les fanfares des corps d'armée. Et c'est donc ouvert à tout le monde. Si vous vous trouvez à Rome, ça peut être sympa. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Ma Coco Touch concerne Emanuele Filiberto, Emmanuel Philibert. Emmanuel Philibert, c'est le petit-fils du dernier roi d'Italie. Et si je vous en parle, c'est parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est rock'n'roll. Et c'est un véritable personnage. Il est très connu en Italie car il a participé à plein d'émissions de télé-réalité. Bon déjà, on voit déjà l'originalité, hein. Émissions de télé-réalité et descendants du roi italien. Bon, je vous en ai récupéré quelques-unes, je vous les fais pas toutes parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Hein. Début 2019, il a participé à Ballando con le stelle, c'est l'équivalent de Danse avec les stars. Et il gagne. En 2010, il a participé au Festival de Sanremo en faisant un duo avec un chanteur italien qui s'appelle Pupo et il finit second. En 2011, il a participé à l'Isola dei Famosi, une sorte de Koh-Lanta des célébrités. En 2012, il a animé la version italienne de Pékin Express. En 2013, il a participé à un télécrochet en France sur M6, un air de star. Je crois bien aussi qu'il avait participé quelques années avant à une émission genre La ferme célébrité ou Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Quelque chose comme ça. Petit 1, c'est un prince. Petit 2, c'est le descendant du roi. Petit 3, c'est une véritable rockstar dans l'idée. Oui, il sait tout faire, hein. Il chante, il anime, il danse, il a même un food truck. C'est un tattoo boy. Il a plein de tatouages, comme moi, j'adore. Bref, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ose tout. Il dynamite les codes. Il est censé être un prince, il y a un protocole, c'est très cadré, c'est très comme ça, il faut pas bouger. Eh ben lui, il s'en fiche. Et c'est ce vent de liberté qui me plaît. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vendredi prochain pour un nouveau respiro. Ciao, ciao.